Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette matinée consacrée au défi des directions des ressources humaines. Alors bienvenue que vous soyez parmi nous dans ce bel amphithéâtre du Parisien ou en ligne puisque cette matinée est diffusée en live. Alors je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous pour modérer nos échanges ce matin. Après la pandémie, après les chocs successifs, après les confinements, après le télétravail généralisé, les directions des ressources humaines sont clairement à un moment charnière aujourd'hui, à un moment où elles doivent faire des choix décisifs, où en clair, il ne faut pas se rater. Alors, nous allons parler recrutement, nous allons parler organisation, sens, engagement, tout votre quotidien de DRH. Nous sommes réunis jusqu'à 10h30 environ. Nous ferons le point sur les grands enjeux. Et puis, 4 DRH issus de différents secteurs nous diront très concrètement quels sont les moyens qu'ils mettent en œuvre. Nous expliquerons ce qu'ils font pour répondre à ces défis. Alors tout de suite, et pour ouvrir cette matinée, je me tourne vers Jean-Pascal Dano, directeur d'Harmonie Mutuelle pour la région Île-de-France. Jean-Pascal, pourquoi est-ce que vous avez souhaité organiser cette matinée ? Bonjour Cécile. Alors avant de répondre, je rappellerai d'abord qu'Harmonie Mutuelle est la première mutuelle de France, avec plus de 5 millions de personnes protégées, avec 65 000 entreprises couvertes, et puis 5 000 collaborateurs au service de ceux-ci. Harmonie Mutuelle, c'est une mutuelle, c'est-à-dire que nous proposons des solutions de protection des personnes en santé, en prévoyance, en épargne. Et puis nous sommes ancrés par tradition dans des valeurs fortes, je n'en citerai que quelques-unes, la solidarité, la prévention ou l'innovation sociale. Et puis nous sommes plus engagés encore dans ce mouvement depuis le milieu de l'année 2021 avec notre transformation en entreprise mutualiste à mission. Et puis enfin, nous sommes membres fondateurs du groupe VIV qui gère 1700 établissements et services de soins. Alors Cécile, pourquoi cette conférence ? Pourquoi cette thématique, l'humain au cœur de la relance ? Alors d'abord parce que l'humain est au cœur du projet d'Harmonie Mutuelle. Bien sûr parce que c'est notre fonction de nous occuper de nos clients et de nos adhérents. Et puis c'est notre responsabilité de s'occuper de la qualité de vie au travail de nos salariés. Également parce que la crise Covid-19, et Cécile vous l'avez dit, a permis de lever un certain nombre de tabous sur des pratiques qui émergeaient peut-être avant la crise, qui émergeaient lentement, comme la digitalisation, comme le télétravail. Et puis parce que la relance actuelle, finalement, permet d'avoir un certain nombre de réflexions qui émergent avec, finalement, comme horizon, le fait de ne pas vouloir faire comme dans le monde d'avant. Alors il sera intéressant d'entendre nos invités, que je remercie à mon tour de leur présence, sur ce sujet et sur les mots-clés, alors qui ne s'affichent pas encore, mais qui sont, entre autres, les questions de télétravail, d'hybrid working, de bien-être, d'équilibre de vie, d'engagement et de fidélisation. Ces mots-clés sont ceux que nos inscrits ont remplis comme étant leur préoccupation actuelle. Si vous nous suivez ce matin, on a dû vous demander de remplir un petit questionnaire et de nous donner vos sujets. Alors, on a fait un peu de rangement parce que c'est sorti sous différentes formes, mais voilà les principaux thèmes qui vous préoccupent actuellement. Sont des sujets importants aussi chez Harmonie Mutuelle ? Alors forcément. Peut-être à 2 titres. En interne, d'abord parce que, comme employeur responsable, employeur engagé, nous allions nos actes à nos réflexions et d'autant que la prévention, c'est un élément qui est cœur, c'est un de nos métiers cœur. Et à titre d'exemple, nous déployons en cette fin d'année, auprès de nos 5000 collaborateurs, la solution Harmonie Potentiel Humain, qui permet de mesurer l'énergie individuelle et collective et qui est une des offres que nous proposons à nos clients. Et puis parce que Harmonie Mutuelle nous entendons nous positionner en partenaire de nos entreprises, de nos clients, pour les accompagner dans leur réflexion et dans la mise en place de solutions en faveur de l'humain. Et je suis sûr que la table ronde tout à l'heure nous donnera un très bel éclairage et des idées
pour avancer en ce sens. Merci beaucoup Jean-Pascal Dano. Je rappelle que vous êtes responsable de la région Île-de-France chez Harmonie Mutuelle. Merci. Alors pour faire le point sur les enjeux d'avenir des DRH, je me tourne maintenant vers un consultant, Jean-Michel Caille. Est-ce que vous pouvez me rejoindre, Jean-Michel, peut-être, hein? Donc Jean-Michel Caille, vous êtes directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group. Vous avez une longue expérience dans le conseil aux ressources humaines. Depuis plusieurs années, vous suivez de près une étude menée par le BCG qui porte, je crois que c'est une étude annuelle, sur les priorités et faiblesses des DRH. La dernière édition a accueilli plus de 6000 réponses dans le monde et elle est parue au début de l'été en partenariat avec l'ANDRH. Cette étude est d'ailleurs disponible sur vos 2 sites. Par ailleurs, vous travaillez sur une autre étude qui porte sur les attentes en termes de leadership, étude qui sera publiée en début d'année prochaine. Alors, fort de toutes ces études et de toute votre expérience, je me permets de vous demander quels sont les enjeux d'avenir pour les DRH aujourd'hui. Merci beaucoup Cécile. Écoutez, d'abord ce que je vais vous livrer, c'est en fait le feedback de ce que vous nous avez dit, puisqu'il y a eu 6686 pour être exact, répondant à cette étude qui a eu lieu l'année dernière. Alors Nez Creux, on l'avait abandonné depuis 5 ans, et parce que ça ne changeait pas trop, puis on s'est décidé à la relancer avec la NDRH et Benoît Serre qui est là au début de l'année dernière, et le Covid est arrivé. Donc guess what, les gens ont eu beaucoup de choses à dire. Et donc dans cette étude, pour commencer par celle-là, je crois que vous avez prévu un petit slide, hein, à un moment, non, ou peut-être pas. Bon, de toute façon, je peux le faire a cappella. Dans cette étude, on a recueilli donc la façon dont les DRH, 80% des répondants, voyaient leurs forces et voyaient leurs faiblesses. Et puis, qu'est-ce qu'ils pensaient qui était clé pour l'avenir. Et puis, quand vous faites, vous opposez les deux, vous vous dites, bon, là, il y a des zones rouges dans lesquelles il va falloir travailler. Cette année, le nombre de zones rouges était gigantesque. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 20 points sur 32 qui étaient en zone rouge. C'est vous dire si ça avait chauffé. Et ça a réellement montré quelque chose, c'est que les DRH sont conscients qu'il va falloir s'attaquer à beaucoup de choses en même temps. Si je la fais très courte, on peut dire que, contrairement aux autres années, il y a un point qui est arrivé comme point de force. Guess what? C'est la maîtrise des éléments liés à la santé et à la sécurité au travail. Ça, on peut dire qu'avec le Covid, les fonctions RH, en général, ils ont tick the box, ils ont bien réussi le truc, ils se sont élevés, ils sont arrivés à mettre tous ces gens au travail d'une façon incroyablement rapide et efficace, et à travailler dans un nouvel univers et à le faire bien. Donc là, on peut dire bravo. En même temps, tout ça, ça a posé des tas de questions. Et ça a fait des révélations, ça a révélé des choses qui étaient plus profondes. Donc si on a essayé de le réduire, de le résumer à 5 grandes actions. La première, c'est de mettre le collaborateur au centre. Dans les choses qui sont importantes dans l'avenir, c'est probablement la première. On est dans un monde où, les Américains appellent ça « the Great Resignation » ou « the Great Reassessment », appelez-le comme vous voulez, où en tout cas, les collaborateurs se comportent avec l'entreprise comme des clients avec leurs fournisseurs, à peu de choses près. Aujourd'hui, 57% des knowledge workers aux États-Unis sont en recherche active d'une opportunité, recherche active. 25% dans les knowledge workers, c'est le taux de démission. Donc, c'est aux États-Unis, c'est pas en France, etc. Mais enfin bon, ça nous dit quand même beaucoup de choses. Donc, mettre les collaborateurs au centre, c'est se dire, je vais d'abord recruter mes talents, puis je vais avoir une proposition de valeur différente, et puis je vais travailler avec eux leur gestion de carrière, et peut-être que je vais les segmenter un peu plus, peut-être que je vais être un peu moins one size fits all en termes de politique RH, mais en tout cas, remettre les collaborateurs au centre, c'est probablement la première chose qui est sortie de cette étude. Et je dirais ça d'autant plus, parce que là je vais faire un lien avec une autre étude qu'on est en train de faire. Là. On a regardé dans 9 pays dans le monde, 1000 personnes avec BVA, en partenariat avec BVA, quelles étaient les qualités de leadership que les gens attendaient.
Et en gros, on a plein de qualités différentes, mais on les a divisées entre la tête, head, heart, le cœur et hands. Donc, grosso modo, les qualités d'exécution. Le truc est absolument incroyable. Si vous regardez ça d'un point de vue des cadres, de ce qu'ils attendent, mais à tous les niveaux de l'entreprise, ils attendent les trois. En toute certitude, ils attendent les trois. Head, heart, hands. C'est-à-dire des qualités de vision, des qualités de cœur, c'est-à-dire des qualités de s'occuper des gens, de les amener avec soi, de partager un avenir commun, et hands, que ce soit exécuté. Oui, ils attendent les trois. Mais par contre, les qualités de cœur, ils en attendent encore beaucoup plus. Et puis si je compare ça à ce que les dirigeants montrent, parce que j'ai analysé aussi une quarantaine de transformations dans le monde, j'ai regardé ce que les dirigeants eux-mêmes disaient, en fait, les gens en attendent 2 fois plus que ce que les dirigeants montrent. En fait, on a une atrophie complètement de ce truc-là, dans la façon dont les dirigeants fonctionnent dans l'entreprise, avec cette peur, en tous les cas, du facteur humain. Donc ça fait encore une deuxième raison de mettre les collaborateurs au centre et de se dire que le leadership, c'est avant tout, c'est aussi et beaucoup, et en tout cas, si vous voulez emporter l'adhésion de vos collaborateurs, c'est de mettre l'humain au centre. Alors, préparer le futur du travail, c'est la deuxième chose. Je suis comment en temps, là, ça va ? Bon. Préparer le futur du travail, c'est une deuxième chose. Vous avez vu qu'en quelques semaines, on a tout changé. En quelques semaines, on a changé la façon de s'adresser aux clients, la façon de diriger, la façon de s'organiser, la façon même de s'évaluer, la façon de se parler, on a des silotés, etc. Tout ça parce qu'on a été obligé de le faire. Guess what ? Tout le monde a envie de continuer de l'hybridation. Les collaborateurs attendent ça dans des proportions variables, mais c'est à peu près 3 jours, disons, sur les gens qui peuvent le faire, parce que bien sûr, on parle des knowledge workers dans ce cas-là. Et donc, on est sur une attente très forte sur l'hybridation. Mais ce n'est pas que de l'hybridation avec des gens à distance, c'est aussi durablement changer la façon de fonctionner dans l'entreprise, comme je disais, transsilo, un autre mode de leadership, un autre mode d'organisation. Quand je parle, le troisième, c'est accélérer la transformation digitale. Non pas pour soi, pour les RH, mais pour l'entreprise. Aujourd'hui, il y a en gros 2 gros sujets auxquels les entreprises sont confrontées d'une façon genre tremblement de terre. C'est le climat. Ça vient partout, tout le monde, il faut être dans une grotte pour ne pas penser que le climat vous touche. Quoi qu'il en soit, tout le monde a besoin de traiter ce sujet, et l'intelligence artificielle ou le digital, comme vous voulez. Et la RH a beaucoup à faire là-dessus, à la fois sur les modèles d'organisation, mais aussi sur la transformation des comportements, mais aussi, et beaucoup, et là j'en arrive sur le 4e point, qui sont les compétences, sur les nouveaux parcours de compétences. Quand vous avez 60% des jobs qui vont garder le même nom, mais changer de contenu, d'une façon telle que c'est plus du tout le même job. Je prends un responsable marketing, un chef de produit marketing. Avant, il faisait des belles campagnes, une seule campagne très belle, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète de la data et il fait des parcours personnalisés. Donc, c'est pas le même métier, c'est le même nom. Et ça, c'est 60% des jobs. Puis il y a 30% des jobs qui vont disparaître, comme d'habitude. Et il y a 15% des jobs qui, aujourd'hui, il y a 5 ans, vous ne connaissiez pas leur nom, et certains d'entre eux qui sont complètement nouveaux. Bon, donc, les parcours de développement des compétences, c'est quelque chose d'autant plus important que vous n'allez pas trouver sur le marché les gens dont vous avez besoin par rapport au digital et à l'IA. Donc ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à les fabriquer, ces compétences, et à se mettre, chaque entreprise doit se mettre à sa taille, selon sa taille et selon ses possibilités, à avoir une vraie stratégie d'achat, les talents ça s'achète, mais aussi de fabrication, donc de construction, quels sont vos parcours, comment vous faites, seul ou avec d'autres, pour construire ces compétences digitales et intelligence artificielle. Et troisièmement, borrow ou rent, parce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle possibilité, c'est de travailler avec un écosystème de talents et non pas seulement avec son propre écosystème de talents. Et ça, c'est d'autant plus valide qu'on n'a pas forcément tous la taille critique. Et en fait, dernier point,
Je vois Cécile qui s'impatiente, que c'est travailler à sa propre fonction ressources humaines. Vous l'avez tous dit dans cette étude, là où vous vous sentez le plus faible, ça va être justement sur la personnalisation, sur le digital pour la RH, sur même les systèmes d'information, sur la data, etc. Donc la première des choses à faire, c'est de se mettre en ordre de marche pour se transformer par rapport à toutes ces compétences. On a été capable de le faire, donc faisons-le. Faisons-le maintenant pour le long terme. Dans l'introduction, j'étais presque un peu alarmiste. Alors, est-ce que la situation est critique aujourd'hui ? Elle n'est pas critique, elle est urgente. On pourrait se dire, ok, le climat, c'est dans 30 ans. On pourrait se dire, l'intelligence artificielle, on va déjà laisser les autres faire, on verra bien ce qui se passe, etc. Mais on voit bien à quelle vitesse l'ensemble des secteurs se transforment. Et je n'ai pas de mot en français, mais se disrupt. Et donc, il est urgent que chacun d'entre nous se saisisse du sujet maintenant, même si ce n'est pas quelque chose que votre patron attend et sur lequel il va baser votre bonus de l'année. C'est ce dont l'entreprise a besoin, parce que ces transformations, elles prennent quand même plusieurs années à se faire. Et quand vous commencez aujourd'hui, vous avez vos résultats dans 3 à 4 ans. Donc il va falloir étendre notre monde du futur en tant que dirigeant. Alors, on reviendra dessus en détail à la table ronde, mais quand on écoute des patrons d'entreprise, il y a un vrai sujet de recrutement aujourd'hui. Ouais. Alors, à quel point la criticité est là aussi, et est-ce que la réponse, elle est engagement, est-ce qu'elle est est-ce que les 5 enjeux, c'est justement la réponse, ou la situation est plus politiquement plus large que l'entreprise ? Là, on était sur des réponses au niveau de l'entreprise. Voilà, quelles sont les réponses ? Mais c'est clair que la situation est plus large que l'entreprise. Quand je disais tout à l'heure 57%, parce que j'ai les statistiques aux États-Unis, il n'y a qu'aux États-Unis où on mesure tous les trucs, mais 57% des knowledge workers sont en recherche active. C'est pas qu'une question de votre entreprise. C'est votre entreprise dans un truc plus large. Et la pandémie n'a pas créé ça. Elle a juste révélé ça. C'était déjà un sujet qu'on avait depuis plusieurs années. Elle a juste accéléré, où les gens, d'abord, on a injecté beaucoup d'argent, ils se sont dit, tiens, on peut travailler différemment, tiens, on peut travailler plus loin. Il y a un certain nombre de révoltes. Je voyais les GAFAM, quand ils ont demandé à leurs gars de revenir, ils leur ont dit, non, mais attends, tu m'expliques pourquoi je dois revenir même 2 jours par semaine. Je vois même pas l'intérêt de revenir 2 jours par semaine au siège à je sais pas où. J'ai des clients dans la vieille Europe où c'est arrivé, où on leur dit tu reviens au siège à Bruxelles, tu vas voir, machin. Non, je reviens pas. Moi, maintenant, je suis dans le sud de la France, je suis vachement bien et on peut travailler aussi bien. La révolte est là. C'est une révolte sourde qui est liée à des éléments de société. Elles ne sont pas liées particulièrement à chaque entreprise. Mais par contre, nous, on a besoin de talents, on a besoin de les faire venir, on a besoin de les garder. On ne peut pas se permettre. Et puis alors, certains, j'entendais, qui ont des croissances extraordinaires. Il faut les faire venir et les garder. Donc, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Il faut vivre dans notre monde. Et dans notre monde, les talents, ils votent avec leurs pieds. Si ce que vous faites pour le climat, ça ne leur plaît pas, ou si vous ne faites rien pour le climat, ils ne viennent pas, ou ils partent rapidement. Si ce que vous faites pour vous positionner en termes d'intelligence artificielle n'est pas ce qu'il faut, ils le diront parce qu'ils ont vécu dedans, ils voient très bien et ils ont la criticité. Et puis si vous n'êtes pas capable d'avoir un parcours et un traitement qu'ils estiment extrêmement personnalisé, d'ailleurs c'est ce que vous attendez, vous, des entreprises dont vous êtes client à titre personnel, eux ils attendent la même chose. Ils sont vos clients, ils attendent un parcours personnalisé, ils attendent d'être traités comme ils pensent qu'ils doivent être traités. On peut avoir ensuite des écarts de perception. Et en tous les cas, cet effort, il passe par les managers, c'est évident. Mais les managers, ils attendent votre conseil et ils attendent votre leadership là-dessus pour mettre ça en place. Dans ce contexte et en guise de conclusion, quel serait votre premier conseil à nos auditeurs ? Qu'est-ce qu'il faut faire demain ? Écoutez, contraint et forcé, poussé par la pandémie, la fonction RH a fait un travail extraordinaire. C'est
largement élevé, est devenu clé, impossible de passer sans dans les entreprises pour mettre tout ce monde au travail. Maintenant que les choses sont à peu près revenues, pas à la normale, mais en un semblant de normalité, c'est le moment ou jamais de continuer le mouvement et de s'en saisir. Mais là, il ne va pas falloir être réactif, il va falloir être proactif. Parce que vos leaders, ils ne vous attendent pas forcément là-dessus. Ils n'ont pas forcément vu tout ça. Et ils ne vous attendent pas forcément là-dessus. Donc, par contre, si vous vous en saisissez, là, vous avez toutes vos chances. Et en même temps, c'est compliqué. Il faut aussi résoudre le quotidien. Et Dieu sait si on a un nombre de choses difficiles au quotidien, en passant des syndicats plus ou moins compréhensifs jusqu'aux enjeux individuels. Mais il va falloir faire les deux en même temps et soyez proactifs. C'est vraiment le moment où jamais, on n'a jamais parlé autant d'humains que depuis qu'on parle d'intelligence artificielle et de climat. Parce que c'est vrai que c'est les deux sujets, mais le troisième sujet, parce que ces deux trucs-là laissent quand même pas mal de gens au bord de la route, le troisième sujet, ça va être l'humain au sens l'équité sociale et la justice. Donc si ça passe pas par nous, par qui ça passe, quoi. Merci beaucoup Jean-Michel Caille. Donc je rappelle que vous êtes directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group. Nous allons passer maintenant à notre table ronde. Je vais demander aux 4 DRH qui sont au premier rang de venir me rejoindre. Nous allons nous pencher sur les actions concrètes à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux. Je vais peut-être ouvrir un peu. Hop. Je crois que éventuellement, c'est très... mais si vous vous mettez sous vos étiquettes, ça facilitera le... ça facilitera pour nos auditeurs à distance. Voilà. Merci beaucoup. C'est aussi par ordre alphabétique. Hein, c'était ça le critère. Donc nous allons nous pencher sur les actions concrètes que vous mettez en place pour répondre à ces enjeux. Comment vous engagez les équipes, comment vous pensez la nouvelle organisation du travail, comment vous accélérez la transformation digitale et transformer les compétences, pour reprendre certains des points de Jean-Michel. Alors, pour cela, vous avez gentiment accepté de nous répondre en étant de secteurs très différents. Je pense que c'est intéressant de voir qu'à la fois, vous avez des problématiques différentes et des enjeux qui souvent se retrouvent. Alors, Stéphane Dubois, vous êtes directeur du groupe des ressources humaines de Safran. Bonjour. Tiffany Foucault à vos côtés, DRH du groupe Fnac Darty. Bonjour. Sophie Milosevic, vous êtes directrice des ressources humaines de Miracle. Alors, c'est peut-être un peu moins connu, je dis une ligne, un éditeur de logiciels qui a une très très forte croissance. Nous reviendrons là-dessus. Benoît Serre, vous êtes vice-président de l'ANDRH, dont on a déjà parlé, l'Association nationale des DRH, et DRH France du groupe L'Oréal. Alors, peut-être pour commencer, une réaction rapide. Je vais vous distribuer, vous laisser vous servir de vos micros. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les enjeux qui ont été cités? Est-ce que vous avez un enjeu qui ressort plus que les autres? Quelle a été votre réaction en écoutant Jean-Michel Caille? Allez, Tiffany. Alors, je démarre. Évidemment, je pense qu'on se reconnaît complètement dans ce qui a été décrit. Le fait de mettre le collaborateur au centre, ça signifie que le manager a une place vraiment incontournable et que moi, je crois que le rôle de la DRH, c'est vraiment d'accompagner les managers pour réussir à mettre ce collaborateur au centre, individualiser les parcours, c'est certain. C'est ce qu'on a essayé de faire chez Fnac Darty, notamment en proposant des parcours individualisés de développement sur 5 ans pour chacun des collaborateurs et notamment pour des fonctions qui sont les fonctions de premier niveau, de vendeur par exemple. Sophie, une réaction? On reviendra sur le parcours en détail. Hein. Oui, moi, ce qui m'a frappée, c'est dans les premiers mots que vous avez prononcés. C'est quand vous avez expliqué le nombre de priorités qu'un DRH doit pouvoir gérer en même temps. Et je pense que c'est une réalité pour tout le monde aujourd'hui. Et comme vous disiez, c'est un peu sans précédent. Ça suscite plein d'enjeux différents. Un, comment on les priorise? Parce qu'on ne peut pas forcément tout adresser en même temps. Donc il en faut suffisamment pour résoudre les problèmes et en même temps pas trop non plus pour que ce soit réaliste en termes de feuille de route. Ça veut dire aussi que sur ces enjeux qui sont clés, il faut trouver les bons sponsors en interne. Moi, c'est quelque chose que je me dis toujours quand j'ai ma feuille de route. Je me dis, bon, bah voilà, j'ai 3, 5, 10 grands chantiers. Qui je vais trouver pour m'aider? Parce que je ne vais pas révolutionner les choses toute seule, moi, avec mon équipe. Et après, il y a le troisième enjeu lié à ça, c'est comment je fais savoir ce que je fais
sachant que ma feuille de route, elle est longue, complexe. Et on pourra y revenir, je pense qu'il y a un vrai enjeu de marketing aussi, pas du DRH en lui-même ou de la fonction, mais faire savoir ce qu'on fait. Ça me semble quelque chose de fondamental. Et on revient à l'idée de mettre le collaborateur au centre, justement. Lui faire savoir, lui faire comprendre par quelle voie, justement. Stéphane, une réaction ? Oui, je suis évidemment tout à fait en ligne avec ce qui a été dit. Les points sur lesquels je mettrais peut-être l'accent, c'est évidemment le recrutement, qui aujourd'hui est un sujet probablement de court terme. Il faudra voir si les difficultés qu'on a aujourd'hui à recruter partout dans le monde eh bien, durent, ce qui n'est pas évident. Je pense qu'il y a aussi la question de l'obsolescence des compétences. Évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup sur le digital et tous nos métiers se transforment du fait de l'impact du digital. Les compétences qu'on acquiert aujourd'hui, on avait l'habitude autrefois de les acquérir pour un certain nombre d'années. Il est assez vraisemblable que ces compétences-là ne seront pas forcément durables. Et il y a vraiment la question finalement de la capacité à en continu reformer l'ensemble des collaborateurs sur des métiers nouveaux et en perpétuelle évolution. Et là, je pense qu'on rentre dans un cycle et une accélération qui est assez nouvelle. Et après, deuxième élément fort qui a été aussi mis en avant par Jean-Michel, c'est cette question de sens au travail. On voit bien qu'aujourd'hui, pour attirer et même pour retenir les collaborateurs, la capacité à pouvoir expliquer pourquoi on travaille, à quoi on contribue, est devenue absolument essentielle. C'est vrai pour la transition climatique, mais bien au-delà, on n'est pas simplement dans une approche très individualiste en disant finalement moi je veux les meilleures conditions de travail, je veux mon télétravail ou tel type de choses. Ça c'est fondamentalement un standard aujourd'hui. La question qui se pose, c'est à quoi je contribue ? Est-ce que mon entreprise, finalement, rentre dans un certain nombre de critères qui me sont acceptables ? Je pense qu'on y reviendra longuement, en effet. Benoît, tu connaissais bien l'étude menée par la NDRH. Depuis qu'elle est sortie, est-ce qu'il y a des changements ? Enfin, elle est sortie en juillet. Est-ce que cette rentrée a un peu fait évoluer peut-être ton analyse ? Enfin, cette rentrée, elle est venue valider ce que cette étude disait. Donc c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'une fois de plus, avec cette crise, on découvre que cette crise accélère tout, et notamment accélère des notions qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'avait probablement pas mesuré leur importance. Et sur les différentes recommandations, ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, peut-être que c'est ça qui a évolué, le fait de mettre l'humain au centre de l'entreprise est la condition sine qua non pour que tous les autres enjeux que Jean-Michel a rappelés puissent se dérouler et être gérés normalement. C'est le cas des compétences, c'est le cas du sens au travail, c'est la qualité de vie au travail. Autrement dit, si on n'a pas un raisonnement qui intègre l'humain au centre de l'entreprise, alors on ne peut pas traiter les sujets qu'il y a autour. Stéphane évoquait l'évolution des métiers. Moi, j'en arrive à me demander s'il ne faut pas arrêter de raisonner par métier et s'il ne faut pas raisonner par addition de compétences. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, j'exagère un peu, mais ça ne veut plus rien dire, un métier. Parce que ça change tellement vite qu'on passe son temps à l'adapter. Donc le sujet, c'est plutôt la sédimentation des compétences qu'on peut faire pour que les gens puissent exercer les activités dont on a besoin. Et tout ça, c'est impossible de le faire sans cette enquête dit clairement, à savoir que l'humain au centre. Et si on relie avec l'autre enquête que Jean-Michel Caille a citée, qui est celle sur le leadership, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, le raisonnement, il doit être très fondé sur le management quotidien des gens. C'est-à-dire ce que tu as appelé le heart, et donc le cœur. C'est vraiment le sujet. Donc ça, je trouve intéressant, c'est que l'humain au centre, en fait, c'est la politique centrale qui permet de faire tourner tout le reste. C'est le pivot de ta roue. Je pense. Alors, je voudrais qu'on aborde vraiment les moyens que vous avez mis en place dans vos entreprises. Peut-être pour commencer justement sur l'organisation, qui est aussi une façon de refaire de vous demander de faire un petit bilan de votre entreprise aujourd'hui. Concrètement, combien d'employés aujourd'hui, quelle organisation en termes de pays, de sites, avant même qu'on parle de vos entreprises plus en détail, on voit qu'il y a du commerce, de l'industrie, enfin voilà, vous relevez de mondes différents. Et donc, en fonction de cette organisation que vous avez, est-ce que vous avez déjà fait des choix d'organisation du travail ? Est-ce que c'est en cours de définition ? Et en gros, quelles sont les questions difficiles ? Stéphane ?
Oui, alors dans l'industrie, il faut quand même rappeler que finalement, il y a une grande partie des gens qui n'ont pas le choix de télétravailler. Hein, on est quand même sur des lignes de production et c'est quand même, je crois, une des choses qui a été révélée par cette crise, c'est que ces métiers sont quand même tout à fait essentiels. Et un des clivages qu'on a pu voir émerger, c'est qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense que ça, on va certainement le voir dans les années à venir comme un vrai point de scission au sein des entreprises. Certaines fonctions, non pas non essentielles, mais certaines fonctions pourront peut-être ne plus faire partie de l'entreprise parce qu'au fond, leur organisation du travail pourra permettre qu'elle se fasse hors de l'entreprise et on va raisonner en termes d'écosystème. Alors, ça, c'est certainement un peu le futur du travail. Mais dans l'industrie aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est qu'on a clairement un clivage entre des compagnons, des agents de maîtrise, des ingénieurs qui sont sur le terrain et qui doivent y rester. Et ça ne peut pas se passer autrement. Et puis des personnes qui ont la possibilité de travailler ou de télétravailler ou d'être dans des tiers-lieux, etc. Donc la première des choses, c'est de garder la cohésion, une vraie forme d'équité, parce que ce qu'a aussi révélé la crise, c'est que l'entreprise est un lieu de lien social. Et lorsqu'on fait uniquement du service, on peut peut-être imaginer faire ça entièrement à distance. Lorsqu'on est sur des produits physiques, ces éléments-là, il faut les préserver. Donc l'organisation du travail, c'est avant tout garder cette cohérence-là. Concrètement, ça veut dire que vous avez choisi du 100% physique chez Safran ? Non, ça veut dire que dans les usines, effectivement, c'est 100% physique parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis pour un certain nombre de fonctions dites support, on a 2 jours de télétravail possible. Mais la question, ce n'est pas le nombre de jours, c'est lorsque l'on vient au travail, qu'est-ce que l'on y fait ? Comment on organise le travail collectif ? Lorsque l'on travaille ensemble, quelle coopération se construit avec le management ? Comment on reconstruit une nouvelle forme de management ? Donc ces éléments-là sont importants. Et évidemment, les fonctions qui peuvent télétravailler et celles qui sont en production coopèrent ensemble aussi. Et donc ça, il faut aussi l'organiser. Donc ce sujet de qu'est-ce que l'on fait chez soi, qu'est-ce que l'on fait au travail et comment on organise la collaboration est devenu absolument central. Les questions sont encore en suspens chez vous, vous commencez à avoir des pistes ? Non, on a des accords absolument partout, dans toutes les sociétés. On a réglé ça il y a 6-7 mois maintenant. Et donc on n'est plus du tout sur ces sujets-là aujourd'hui. On est vraiment sur la question de la compétence, de l'évolution finalement du recrutement, bien entendu, parce que le secteur aérien a été durement touché pendant un temps. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 collaborateurs à recruter dans le monde. Donc c'est beaucoup. Et ça sera pour les 3 ans à venir, chaque année comme ça. Donc c'est la question de l'acquisition, de la rétention des compétences, du développement, des parcours de reconversion. C'est ça le sujet d'aujourd'hui, la question de l'organisation du travail. Et des équilibres de coopération autour du télétravail sont des questions qui sont derrière nous aujourd'hui. Tiffany, dans la grande distribution, c'est moitié possible, moitié non. Vous êtes aussi, il faut bien des gens pour remplir les caisses, même quand on les envoie à distance, non ? Alors, on a en effet la même problématique d'avoir évidemment des équipes, et la très grande majorité de nos équipes, qui sont physiquement présentes sur site, puisque le métier de vendeur, même si nous sommes en train de le faire évoluer, c'est un métier qui nécessite d'être sur le terrain. Le réparateur à domicile qui vient chez son client, il a besoin d'être chez son client, même si, là encore, on travaille sur la digitalisation de la maintenance, de la manière de transformer ce métier pour réussir à faire des choses plus à distance. Mais donc, l'essentiel des collaborateurs, en effet, la question de l'organisation ne se pose pas vraiment. En revanche, pour les fonctions dites siège ou support, on a eu une approche un tout petit peu différente. En tout cas, on ne s'est pas posé la question en termes d'équité. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, parce que la majorité des équipes ne peuvent pas télétravailler, finalement, pour les fonctions siège ou dites support, on ne doit pas le permettre, ou en tout cas pas dans une proportion assez large. Et donc on a fait le choix d'interroger largement nos collaborateurs des fonctions sièges pour savoir quelles étaient leurs attentes. Et en l'occurrence, beaucoup nous disaient que 3 jours de télétravail leur semblait être le bon ratio.
Et c'est donc ce que nous avons négocié dans nos différents accords de télétravail. Là encore, il y a quelques mois, comme Stéphane le disait, la question qui reste posée aujourd'hui, et je rejoins Stéphane, c'est celle de qu'est-ce qu'on vient faire finalement quand on vient au bureau? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur site de différent en termes de fonctionnalité par rapport à ce qu'on fait chez soi? Et sur cette question, nous avons initié une réflexion assez large avec de nombreux groupes de travail sur le design des espaces de travail, sur cette notion d'ABO, Activity Based Office, de qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on va retrouver finalement, qu'est-ce qu'on souhaite avoir quand on vient au travail. Et notamment beaucoup plus d'espaces de convivialité, beaucoup plus d'espaces de collaboration, parce que finalement le travail très individuel qu'on fait chez soi, on n'a pas besoin de le reproduire quand on vient au bureau. Donc on est dans cette phase aujourd'hui qui vise aussi finalement à densifier la présence sur les sites, parce qu'on a des sites sinon qui restent complètement vides et donc sur lesquels il n'y a plus de vie, ou en tout cas peu de vie, et une collaboration qui n'est pas toujours la meilleure. Donc on est en train de réfléchir à ces questions-là. Voilà. Avec un changement immobilier potentiel Avec un changement immobilier potentiel, tout à fait. Alors Sophie, j'ai parlé très rapidement de Miracle tout à l'heure, peut-être un mot complémentaire, mais si je vais au sujet de l'organisation, vous pourriez être 100% en télétravail chez vous? Oui, c'est vrai que la spécificité, c'est qu'on a 100% de nos métiers qui pourraient être 100% en télétravail. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au moment du premier confinement. On est passé du jour au lendemain et il n'y a eu aucune baisse de productivité, aucun impact en fait. Alors, un petit rappel sur le nombre de collaborateurs aujourd'hui, ce que vous faites peut-être. Ouais. Miracle, c'est vrai que notre contexte, c'est un contexte de très forte croissance. Puisqu'on accompagne la transformation des entreprises côté B2C, côté B2B, dans la mise en place de marketplace, dans la mise en place de plateformes aussi pour l'industrie. Et dans ce contexte, on connaît une très forte croissance. Il y a un an, on était 350. Là, en cette fin d'année, on est 600. Les projections pour fin d'année prochaine, c'est 1000 collaborateurs. C'est vrai que c'est un contexte de croissance accélérée. Et ça vient aussi nuancer un peu les choses par rapport à la possibilité théorique, pratique d'être 100% en télétravail, évidemment. Nous, on a fait le choix aujourd'hui de se dire ce qui nous convient dans ce contexte de forte croissance, c'est l'hybride. Donc ça, c'est le postulat de base. Après, on a aussi fait le choix de se dire, en fonction des marchés, donc on est présent dans 14 pays, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, en fonction des marchés, des pays, en fonction des métiers aussi, la réalité de l'organisation du travail ne doit pas forcément être la même, parce qu'il y a des populations plus nomades que d'autres, qui vont chez les clients sur les métiers de sales, par exemple. On a des populations de développeurs logiciels web, qui sont des populations très spécifiques, culturellement parlant, qui ne convient pas forcément de traiter exactement de la même façon que d'autres populations. Donc ça, c'est l'autre choix qu'on fait, c'est de segmenter par pays, par métier, pour s'assurer qu'on est adapté aux réalités d'un marché des talents ou d'un marché de l'emploi spécifique. Et ensuite, le troisième choix, on peut le faire parce qu'on reste petit et agile. On a décidé de rien ancrer dans le marbre. Donc, c'est vrai que nous, on peut s'épargner aujourd'hui d'avoir un accord d'entreprise en France sur le télétravail. Donc, on est plutôt sur une approche que j'appelle test and learn. Donc, on met en place des choses aux États-Unis, en France. On voit pendant plusieurs mois comment ça marche, et ensuite on adapte. Et donc aujourd'hui, nous en France, on met plutôt en place une charte qui est discutée avec les élus, mais qui ne grave pas les choses de façon permanente. Et ça, c'est vrai dans tous les pays, et on pense que c'est la bonne approche pour nous aujourd'hui, de pouvoir s'adapter très facilement. Et je rejoins en revanche sur le dernier point, la nécessité de rendre le bureau attractif, d'y trouver des choses qu'on ne trouve pas quand on est chez soi. Ça, dans ce contexte, forcément, c'est un vrai enjeu. Nous, c'est vrai que dans un contexte de croissance, on veut préserver des choses qui sont clés de notre ADN. On veut encourager le travail collaboratif, alors qu'à un instant T, plus de la moitié des effectifs ont moins d'un an d'ancienneté. Ça, c'est une réalité qui n'est pas simple à gérer non plus. Donc, passer du temps ensemble, pas seulement en Zoom, mais aussi au bureau, ça nécessite potentiellement de faire voyager les gens quand on peut le faire, mais ça nécessite aussi d'avoir effectivement des choses qui se passent au bureau, qui demandent du temps, de l'énergie, de l'argent à organiser, mais qui sont des choses qui sont différenciantes pour les collaborateurs quand ils viennent.
Benoît, Lauréat France, c'est un groupe petit et agile, hein, c'est Oui. bien connu. Donc, quels ont été vos choix? Voilà, la première chose, c'est qu'il y a un accord d'entreprise qui a été renouvelé et étendu sur la question du télétravail jusqu'à 2 jours par semaine, sachant qu'on a rappelé quand même que ce n'était pas obligatoire de prendre 2 jours par semaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu le sentiment qu'à un moment, chez l'oral, mais comme ailleurs, hein, il y avait une espèce d'injonction au télétravail. C'est obligatoire. Il y a des tas de gens qui. La ministre a été dans l'injonction à une époque, c'est vrai. Oui, aussi. mais ça, c'était même post-crise. Donc la première chose, c'est effectivement jusqu'à 2 jours. Il ne faut pas perdre de vue, un peu comme Safran ou comme Fnac Darty d'ailleurs, que ne serait-ce que sur la France, on a 50% des gens qui ont des métiers qui ne peuvent pas accéder au télétravail. Donc l'un des sujets qu'on a, ou que le DRH peut avoir, c'est s'assurer quand même qu'il n'y ait pas une espèce de distorsion de fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on pourrait le payer relativement cher à terme quand même. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, pour les métiers auxquels c'est accessible, on a des éléments statistiques qui sont intéressants. En fait, 85% des gens dont le métier était accessible au télétravail ont signé un avenant de télétravail. Voilà, en 2 mois. Ça veut dire que c'est la norme. L'hybride, c'est devenu la norme. D'où les questions qui ont été évoquées tout à l'heure par Tiffany ou Stéphane sur le bureau, sur pourquoi les gens viennent, pourquoi ils ne viennent pas d'ailleurs. Donc ça nécessite quand même pas mal de réorganisation. L'autre point, c'est qu'on n'a pas voulu non plus que ce soit un petit peu la jungle de l'organisation du télétravail, service par service. Et donc on a essayé de fixer des règles. Celles-là, elles ne sont pas du tout négociées avec les syndicats, c'est des règles de direction, en disant voilà, il y a tel et tel type d'actions sont forcément en physique, et d'autres peuvent être en hybride, et d'autres doivent être en hybride. Parce que sinon, c'était risqué quand même. Un exemple d'action, c'est des types de réunions ouais. Non, par exemple, je vais vous donner 2 règles. Les entretiens annuels obligatoires sont forcément en physique. C'est interdit de les faire à distance. Ou alors, lorsqu'il y a une réunion avec plusieurs personnes qui est hybride, la personne qui présente, elle est obligatoirement présente là, dans la salle. Elle n'est pas à distance. Donc on essaie de fixer des règles comme ça, des règles de bonne conduite. C'est une forme de test and learn aussi. Parce que sinon, vous vous rendez compte assez vite quand vous regardez les choses que ça peut être aussi une fuite de management. Je ne viens pas, je ne les vois pas, j'ai moins d'ennuis. Tout ça, c'est de réalité. Puis vous avez des gens qui sont moins à l'aise et d'autres qui sont plus à l'aise. Et puis le dernier point qu'on a voulu mettre en place, c'est accompagner ça alors, d'un programme mondial qui s'appelle Share and Care, parce qu'on ne croit pas un seul instant que la transformation de l'organisation du travail ne s'accompagnera pas d'une transformation de la qualité du travail et de la qualité de vie au travail. C'est un espèce de triptyque. Et la qualité du travail, c'est exactement ce que Stéphane disait tout à l'heure, et je crois que pour l'avenir, c'est fondamental. Si les gens n'arrivent pas à repérer pourquoi ils sont là, en quoi le fait qu'ils soient là contribue à la création de valeur de l'entreprise, et le fait que lorsqu'ils ne sont pas là, il manque quelque chose à la création de valeur de l'entreprise, alors on risque de les perdre encore plus vite, surtout dans l'environnement très concurrentiel d'emploi qu'on observe partout dans le monde, parce que la distorsion qu'il y a entre le nombre d'emplois offerts, vous savez, et le nombre de chômeurs qu'on entend depuis, il est très conjoncturel, mais il est également assez structurel. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est ce qu'on essaye de traiter, les 3 sujets en même temps, parce que la qualité de vie au travail, ce n'est pas que le télétravail. Ce qu'on appelle en bon français les New Way of Working, ce n'est pas que le télétravail. C'est aussi le management, c'est aussi le collaboratif, c'est aussi un certain nombre de choses. Là, le management par la confiance, la réduction des reporting, tout un tas de sujets qu'on connaissait encore une fois depuis des années, sauf qu'on ne les avait jamais traités. Là, on est un peu obligé, parce que le marché de l'emploi s'est retourné, c'est un marché d'employés. Donc du coup, on est un peu obligé d'accélérer pour nous rendre attractifs et surtout fidélisants, parce que pour terminer là-dessus, ce qui me frappe, je ne sais pas si on sera touché par la vague américaine de la grande démission, mais je trouve quand même que là, on sent que, je ne sais pas ce que comptent les autres, mais il y a une sorte de fébrilité. On observe quand même un taux de démission de 4 qui progresse doucement mais sûrement. On sent quand même qu'il est en train de se passer quelque chose et que ça interroge directement le sens du travail et la volonté ou pas de rester dans telle ou telle entreprise. Alors justement, je voulais t'emmener directement sur le recrutement. On a déjà eu des chiffres assez impressionnants. Chez vous, L'Oréal France, vous recrutez beaucoup, c'est difficile. Ça devient plus difficile, on recrute beaucoup. On recrute entre 7 et 8 000 personnes par an en moyenne sur toutes les entités françaises. Ça devient, selon les métiers, ça devient difficile. Par exemple, je voyais par exemple sur les métiers de la finance, ça devient très compliqué de trouver des gens. Alors qu'avant, c'était quelque chose qu'on arrivait à gérer, quoi. Ça, c'est un phénomène, très honnêtement, peut-être que ce n'est pas le cas des autres, moi je ne l'avais pas vu venir. Et tout d'un coup, on a vu que les emplois de la finance étaient en train de se contracter très fortement et que trouver des gens, c'était difficile. Et évidemment, vous avez des questions de salaire d'entrée.
Ça, c'est un vrai sujet. Il y a des questions de perspective. Parce que le deuxième sujet, c'est qu'on se rend bien compte que même dans une entreprise dont le nom est connu, comme Fnac Darty, Safran ou L'Oréal ou autre, les gens viennent en disant « Attendez, moi je viens chez vous, mais enfin je veux savoir ce qui se passe derrière, sinon je vais m'en aller ». Donc le sujet de la fidélisation, elle n'est pas que liée à la rémunération ou à autre chose. Elle est liée à la reconnaissance, à la perspective. Donc on a ce genre de phénomène. Et puis on a décidé d'accélérer très fortement notre politique de recrutement des jeunes. C'est un programme mondial que vous avez peut-être vu qui s'appelle L'Oréal for Youth et qui permet notamment en France de réserver jusqu'à 30% des emplois créés ou des postes à des moins de 30 ans. Donc il y a aussi une espèce de volonté politique. Il faut être très volontariste en fait pour lutter contre le phénomène qu'on obtient aujourd'hui. Sophie, je vous voyais hocher la tête. Vous recrutez beaucoup, vous l'avez déjà dit. C'est particulièrement difficile en finance. Tous vos métiers sont un petit peu financiers peut-être aussi? Alors non, mais en fait, je hochais la tête parce que je trouve qu'effectivement, il n'y a plus aucun métier aujourd'hui dans notre entreprise où c'est vraiment facile de recruter. Et c'est vrai pour la finance. C'est vrai, je pensais, nous, dans notre logique de croissance, on a aussi besoin de beaucoup de personnes dans les équipes recrutement. Recruter des recruteurs, c'est un enfer dans tous les pays. C'est un marché extrêmement tendu. Nous, on parle historiquement, on dit oui, les métiers de développeurs qui sont chez nous des métiers prépondérants côté tech sont extrêmement tendus, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile de recruter un bon recruteur qu'un bon développeur. Or, nous, c'est un prérequis pour notre croissance. Donc oui, je dirais qu'aujourd'hui, tout est compliqué et c'est vrai, même pour la finance, qui étaient des métiers peut-être un peu plus épargnés jusqu'à récemment. Une bonne pratique pour recruter, qu'est-ce que vous faites pour essayer de recruter dans vos trucs et astuces? Il y a beaucoup de leviers, sur une entreprise comme la nôtre, qui est dans un environnement technologique très concurrentiel, la visibilité, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qu'on appelle la marque employeur, donc développer ça. Et on parlait de mettre le collaborateur au centre. Pour nous, dans la marque employeur, c'est le collaborateur qui est au centre. On parle d'employee advocacy, c'est-à-dire comment on utilise, mais c'est pas utilisé au sens négatif, hein, c'est comment on fait en sorte que les salariés soient les premiers promoteurs de l'entreprise. Et on pense que la marque employeur et toute la dynamique autour repose énormément sur ça. Vos employés vont faire venir des copains, concrètement, c'est ça veut dire? Pas que. Il y a effectivement toute la dimension de cooptation qui est fondamentale et qui est quelque chose qui est, pour des entreprises qui ont des cultures et des ADN très forts, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Et ça doit être une grosse part. Je pense qu'on doit être autour... L'idéal, ce serait d'être entre 30 et 40% de cooptation sur les gens qu'on recrute. Ça, c'est dans un monde idéal. Après, c'est plus compliqué que ça parce qu'effectivement, c'est très compétitif. Mais oui, mais l'autre chose, c'est aussi... les rendre visibles, c'est-à-dire leur donner les clés, les leviers pour parler de Miracle en toute bonne foi, toute sincérité, de façon très authentique. Hein. L'idée, c'est pas de leur mettre en main des messages tout prêts et qui restituent comme ça, mais c'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent être visibles sur les réseaux sociaux, qu'ils puissent être visibles dans les événements. Enfin, et ça aussi, c'est mettre le collaborateur au centre, c'est le mettre au centre de notre stratégie de croissance et de recrutement. Stéphane, on dit que l'industrie revient à la mode, que l'usine n'est plus un mot tabou, j'ai lu ça dans la presse récemment. Mais quand on doit recruter 100 000 personnes dans le monde et qu'on n'est pas une start-up sexy, est-ce que c'est très difficile? Alors déjà, c'est 10 000, parce que 100 000, ça serait vraiment... Oui, pour un groupe de 80 000, ça serait compliqué. On est d'accord. Mais 10 000 par an, c'est énorme, hein, et c'est même un peu plus, en fait. C'est plutôt 12 ou 13 000. Alors la façon dont on fait ça, en fait, c'est à peu près 3 tiers. Il y a d'abord le fait que l'on reconvertit en interne à peu près un tiers de ces recrutements. Je vais vous donner un exemple très concret. Un ingénieur mécanique qui peut être dans un bureau d'études, qui pour telle ou telle raison ne va plus avoir de travail. On a des parcours avec quasiment entre 800 et 900 heures de formation qui sont diplômants et qui permettent d'en faire des architectes industriels, architectes systèmes ou autres. Et à l'issue de ces parcours, qui durent à peu près une année, les personnes trouvent un emploi. On sait très bien aujourd'hui que si on avait fait des chasses externes pour aller chercher des personnes qui avaient ce niveau de qualification, on aurait mis probablement plus de temps et que ça nous aurait coûté beaucoup plus cher.
Donc l'année dernière, on a à peu près 600 personnes qui sont passées dans ce type de parcours. Il y en a évidemment beaucoup et de façon très diverse. On a un tiers qui correspond vraiment à de l'apprentissage et des stagiaires. Donc pendant 2 ans, et alors selon les modalités qu'on va trouver dans les différents pays, on va vraiment prendre le temps de former des jeunes sortis des écoles ou qui sont encore évidemment à l'école pour l'apprentissage. Et c'est vraiment un vivier absolument essentiel de notre recrutement. Et puis on a un tiers qui est vraiment d'acquisition de compétences nouvelles dont nous ne disposons pas aujourd'hui, évidemment beaucoup autour des métiers du digital. Mais la réalité, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'ensemble des métiers sont aujourd'hui pénuriques. Et donc, recruter un tourneur-fraiseur, c'est compliqué. Le faire dans certaines zones en France ou dans certains pays, c'est extrêmement compliqué. Souvent parce que la filière d'éducation nationale, et quels que soient les pays, a abandonné ces métiers-là. Et donc aujourd'hui, il y a besoin de réouvrir aussi des filières industrielles, un certain nombre de bacs pro, ou des filières évidemment allant plus loin, permettant d'avoir ce niveau de qualification. Et quand on voit les questions de relocalisation, elles sont aussi liées à la capacité à trouver des gens qui ont le très bon niveau de compétences pour le faire. Pour vous donner juste un chiffre, chez Safran, 90% de notre recherche et développement est situé en France. Aujourd'hui, dans un contexte de transformation accélérée et massive vers la décarbonation, on a besoin de recruter des compétences et c'est quelque chose effectivement qui est difficile parce que soit sur certaines filières on n'a pas toujours la possibilité de trouver les profils que l'on souhaite, soit dans d'autres cas il faut se rendre nous attractifs, ce qui n'est pas forcément simple et donc on a cette nécessité à la fois de travailler sur notre image, l'attractivité et d'aller chercher des compétences complètement nouvelles. Tiffany, je crois que la formation, c'est un vrai sujet pour vous aussi. Alors, concrètement, est-ce que vous avez des besoins de recrutement importants ? Alors, on a des besoins de recrutement importants sur des métiers qui, comme le disait Stéphane, sont des métiers pour lesquels la formation initiale ne permet pas de répondre aux besoins d'un point de vue structurel. Je prends un exemple qui est l'exemple des réparateurs, donc des techniciens qui viennent à domicile. Il n'y a pas aujourd'hui de formation initiale suffisante et donc nous avons multiplié les dispositifs pour réussir à répondre à cet enjeu. D'abord en créant des classes alors qui sont ouvertes à la reconversion pour nos salariés qui sont déjà dans l'entreprise, mais aussi pour des gens qui viendraient de l'extérieur. Et donc, nous multiplions les classes dédiées à ce métier-là, mais dédiées également à d'autres métiers sur lesquels nous ne trouvons pas les compétences, comme par exemple le vendeur concepteur cuisine, qui est un métier en fait de gestion de projet plus que de vente, sur lequel nous n'avons pas les compétences sur le marché, ou même des métiers de livreur. Donc ça, c'est une partie du dispositif. Et puis nous multiplions les dispositifs, notamment de formation, avec des partenariats avec Pôle emploi, par exemple, sur un dispositif qui s'appelle la POEI, qui est un dispositif qui permet de proposer à des chômeurs, souvent de longue durée, de faire un équivalent de vie ma vie dans l'entreprise. Donc de venir découvrir un métier et de démarrer, d'initier sa propre formation. C'est un dispositif sur lequel les managers, au départ, sont assez réticents, notamment parce que d'intégrer des chômeurs de longue durée, ça peut vouloir dire un accompagnement lourd. Et finalement, fort des premiers succès, avec des taux de conversion d'à peu près 60% des classes POEI, donc 60% des salariés qui finalement sont embauchés et restent, les managers nous en redemandent. Donc voilà, on met différents dispositifs à disposition du développement des compétences. Et sur d'autres métiers sur lesquels on commence à avoir du mal à recruter, que sont les métiers de vendeurs, on s'interroge sur la manière de réussir, un peu comme les métiers de la restauration il y a quelques mois, dont on parlait beaucoup, qui ne trouvaient plus finalement de serveurs, par exemple, parce que les conditions de travailler le soir, c'est contraignant, c'est difficile. On commence à avoir ces questions qui se posent, alors qui existaient déjà, mais qui se posent de manière vraiment importante, avec le travail du samedi, le travail du dimanche.
Et donc, on travaille on a signé un accord de qualité de vie au travail qui met en place l'expérimentation sur de la planification concertée, qui permet également de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs vont avoir un certain nombre de samedis disponibles. Donc des engagements de ce type-là qui sont absolument clés pour réussir à conserver nos équipes, à garder nos équipes, à les retenir. Alors, je vous vois assez mal, mais s'il y a une ou deux questions, voilà, n'hésitez pas à me faire signe, on peut peut-être vous faire participer aussi. Oui, monsieur, je me rapproche. Oui, merci. Éric de Rugy, je suis président d'une start-up qui est beaucoup plus petite que Miracle, qui s'appelle Delight. Mais par ailleurs, je fais pour HEC des voyages à l'étranger tous les ans. Cette année, on était en Albanie, il y a 3 ans en Ukraine, un peu avant au Kazakhstan. Beaucoup des jeunes diplômés de ces pays vont construire leur carrière à l'étranger. Et dans la plupart des cas, ils vont aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, jamais en France. Alors on connaît la difficulté d'obtenir des visas, mais ça existe ailleurs. Alors, est-ce que les entreprises font tout ce qu'il faut pour s'intéresser à ce genre de sources où il y a des développeurs, des financiers? Est-ce que vous allez chercher à l'étranger? J'ai envie de vous demander, Sophie, parce que pour vous, c'est peut-être plus facile que d'autres. Alors, historiquement, non. C'est vrai qu'on avait une taille suffisamment petite pour que les marchés sur lesquels on était nous fournissent suffisamment de talents. Depuis quelques mois, c'est des projets sur lesquels on travaille. Comme vous disiez, c'est pas simple. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Je pense que les choses sont pas forcément faites pour nous faciliter la tâche là-dessus. Mais ça devient une nécessité. Vous parliez des métiers de développeurs. Oui, nous, on a historiquement notre R&D aussi qui est basé exclusivement en France. Qui était un choix tactique, mais aussi social. C'est une position sur laquelle on ne va pas pouvoir rester. Donc on est en train de regarder effectivement, avant d'aller voir les États-Unis ou des marchés plus lointains, vous parliez de l'Europe de l'Est, il y a quand même une proximité géographique qui rend les choses plus faciles. C'est vrai aussi en Afrique du Nord, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mises en place réellement, mais qui sont des projets de construction sur lesquels on est. Et oui, il y a beaucoup d'épreuves à surmonter. 1, pour comprendre les marchés. 2, s'y faire connaître. Et puis 3, trouver les bonnes structures. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse les gens sur place? Et donc, c'est du nearshoring, du offshoring. Est-ce qu'on fait venir ces personnes en France ou dans d'autres pays avec les problèmes de visa que ça pose? Ça, c'est des projets qui sont ultra stratégiques, mais effectivement très complexes. Il y a un point qui a été rapidement cité par Benoît tout à l'heure, c'est la rémunération. C'est un sujet. Aujourd'hui, il faut faire monter les salaires ou est-ce que c'est un détail? Pour les gens qui la reçoivent, c'est jamais un détail. Non, je crois que c'est le débat qu'on entend depuis quelques jours sur le sujet. Je me méfie toujours déjà des espèces de politiques générales. Il faut augmenter les salaires de tout le monde. Chaque entreprise a sa réalité. Chaque entreprise a sa réalité conjoncturelle, dans quel état elle sort de la crise, et puis structurelle, quels sont ses concurrents, ses coûts de marché, etc. etc. J'entendais ce matin le président du MEDEF qui disait qu'augmenter les salaires, ça signifiait augmenter les prix des produits. Donc il faut faire attention aussi à ça. En revanche, qu'il y ait un sujet autour du partage de la valeur, c'est assez probable. On l'a bien vu apparaître pendant la crise. Vous vous souvenez, au premier confinement, il y avait ces entreprises qui étaient vouées aux gémonies parce qu'elles distribuaient des dividendes, alors même que dans le même temps, elles touchaient l'argent de l'État pour le chômage partiel. Évidemment, la fibre politique s'était emparée du sujet en disant que c'était la condamnation du capitalisme, ce qui était une erreur d'analyse. En fait, le vrai sujet, c'était la question du partage de la valeur. Donc on n'avait rien contre le fait qu'ils touchaient des dividendes, mais on avait tout contre le fait que les gens ne touchaient pas 100% de leur rémunération. Donc ça, le sujet du salaire, à mon avis, il est certainement un élément de réponse à certains éléments de tension du marché du travail. Pourquoi? Ça a été évoqué tout à l'heure. Parce que le rapport rémunération-contrainte, il a changé. Avant, on acceptait un niveau de rémunération pour bosser le samedi et dimanche. Aujourd'hui, on dit, alors avec les contraintes que vous me donnez, il va falloir augmenter un peu ou alors baisser mes contraintes. C'est comme vous voulez. Donc, ou de la hôtellerie-restauration, c'est à peu près ce qui se passe. La deuxième chose, c'est la rareté. La rareté, elle est conjoncturelle, ça c'est la crise du moment, mais elle est surtout structurelle. Stéphane l'a évoqué. Il y a un vrai problème des compétences qui sortent de nos modèles d'enseignement en France. Il y a un décalage énorme.
Et que ça, on paye 30 ans d'espèce de guerre un peu larvée entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, qui est un peu particulier. Mais ça, c'est une réalité. Après, la troisième chose, c'est vrai que entre le phénomène inflationniste qui se passe partout, le retour du marché de l'emploi pour une partie d'employeurs à employés, plus la rareté des compétences et leur transformation, ça fait quand même un bon cocktail pour pousser les salaires vers le haut, non pas du fait des entreprises, mais du fait des candidats. D'un côté, la rémunération, de l'autre côté, l'engagement. On a beaucoup entendu ce mot-là. Très concrètement, comment est-ce que vous faites pour mettre l'humain au cœur de votre entreprise? Parce que c'est beau, c'est notre titre, c'est une belle phrase. Hein. Et je pense qu'on est convaincus. Mais comment est-ce que vous le mettez en pratique au quotidien? Stéphane, oui, regardez, là, j'ai jeté votre regard. Non, mais... bon, effectivement, il y a les mots, hein, une forme de slogan où on a le sentiment qu'effectivement, en recrutant de telle ou telle façon, ou en apportant tel type de parcours de formation, on met l'humain au cœur des choses. Bon, ok, ça, on l'a un peu toujours fait, plus ou moins selon les entreprises. Donc, de ce point de vue-là, il y a une forme de continuité. Ce qui est très nouveau, c'est vraiment l'impact de la digitalisation sur le service que l'on va donner à l'ensemble des collaborateurs et le rapport que cela crée avec l'entreprise. On le voit bien évidemment dans le télétravail, mais au-delà de ça, lorsque on donne la possibilité d'avoir accès à un auto-assessment sur ses compétences. Donc finalement, sur le métier que je peux faire demain, est-ce que j'ai les compétences pour aller sur tel ou tel type d'activité? Parce qu'effectivement, on va plutôt raisonner compétences que métier. Comment tel parcours de formation peut m'être poussé? Comment finalement une partie du travail qui était traditionnellement fait par le manager ou la fonction RH devient accessible assez simplement par le fait de la digitalisation à l'ensemble des collaborateurs? Et comment au fond ce concept de dire je vais me former en permanence tout au long de ma carrière devient quelque chose dont l'ensemble des employés a la maîtrise. Et ça, c'est vrai de tous les domaines des ressources humaines. En matière de recrutement aujourd'hui, les gens ne répondent plus à une annonce. On les approche via LinkedIn, c'est plus du tout le même type la même relation. Et donc, mettre le collaborateur au centre des choses, c'est lui donner une possibilité d'action dans un système là où il n'en avait pas autrefois. Là où le manager et le RH étaient finalement ses interlocuteurs premiers et uniques pour qu'ils puissent avoir une évolution de carrière, qu'ils puissent faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, un marché de l'emploi est un marché ouvert. Il est ouvert parce que lorsque l'on met une offre, un poste, on l'ouvre, quand on le fait encore, elle est à l'extérieur, elle est à l'interne, et de toute façon, le marché du recrutement, pour n'importe qui, est aussi bien interne qu'externe. Et si on ne le conçoit pas comme ça, parce que fondamentalement, le service rendu par l'ensemble de la digitalisation de nos process permet de le faire et devient naturel, à ce moment-là, eh bien, effectivement, le collaborateur, on le délaisse. Donc il y a deux faits, du fait de ces outils, quelque chose qui se déplace complètement vers le collaborateur. Et au-delà de ça, vient s'ajouter la question du lien et du sens. Parce que plus on digitalise, plus le lien humain et le sens au travail devient fondamental. Et si on n'a que la digitalisation, à la fin, on n'a pas grand-chose. Et donc tout le travail qui doit se mettre en place pour arriver à avoir véritablement ces personnes au centre de l'entreprise, eh bien, c'est de faire qu'il y ait un engagement, un sens, une compréhension de là où on va, de pourquoi on travaille. Et là, c'est évidemment chacune des entreprises avec sa raison d'être, avec sa politique RSE, avec le fait de plus en plus intégrer les enjeux sociétaux à l'intérieur de l'entreprise qui va donner ce sens. Tiffany, pour donner le sens, chez Fnac Darty, vous faites comment ? Alors, pour donner le sens, on fait différentes choses. D'abord, donner le sens, il nous semble que c'est de permettre aux collaborateurs d'être impliqués dans les décisions qui sont prises. On a beaucoup parlé de leadership, de la nécessité de repenser le leadership, par exemple. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a demandé aux collaborateurs représentant les différents métiers et aux membres du COMEX de travailler dans des groupes de travail pour définir notre modèle de leadership, celui qui nous correspond.
à la fois les comportements, les valeurs qui sont les nôtres, celles sur lesquelles on veut s'appuyer, et puis celles sur lesquelles on a besoin de progresser. Et par exemple, les collaborateurs nous ont dit on n'est pas assez audacieux, on a besoin d'être plus audacieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de prendre plus d'initiatives, la capacité de saisir des opportunités. Quand on parle de leadership ici, je parle du leadership au sens un peu anglo-saxon, c'est-à-dire le leadership comme compétence ou comme talent de tous et pas seulement du manager. Donc ça, c'est une manière de donner du sens en permettant aux collaborateurs finalement de réfléchir sur le modèle de leadership qu'ils veulent voir dans l'entreprise, sur les comportements qui sont les bons comportements selon eux. Il y a un autre comportement sur lequel, alors qui revient assez souvent, qui est le comportement de bienveillance, sur lequel bienveillance, exigence, sur lequel on n'était peut-être pas suffisamment armé, donner du feedback, avoir ce type de politique un peu systématique de développement du collaborateur à tous les niveaux, c'est-à-dire dire aux collaborateurs tes axes de développement, si tu veux progresser dans l'entreprise, c'est ça, et on t'aide de telle manière, on peut mettre à ta disposition tel type de formation. Ça, c'est quelque chose qu'on a réfléchi avec les collaborateurs et qui, je pense, participe à cette notion de donner du sens, en les impliquant, en les responsabilisant. Est-ce que les attentes en termes de sens sont différentes entre les jeunes? Enfin, ça fait partie aussi des clichés qu'on lit peut-être. Est-ce que les jeunes ont plus d'attentes en termes de sens ou en fait, vous pensez qu'à tout âge, on préfère avoir du sens? Alors, je dirais d'abord que la question des jeunes, moins jeunes, nous, on est beaucoup face à une population pour lesquelles la première question, c'est quand même l'emploi. C'est trouver un emploi et avoir un niveau de rémunération satisfaisant. Et donc, beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, sont sur cette première question-là. Chez Fnac Darty, 49% de nos recrutements l'année dernière sont des jeunes de moins de 26 ans. Donc, cette question de la rémunération et de l'emploi, c'est la première. Ensuite, se pose la question du sens. Mais la question du sens, ce n'est pas nécessairement la question du sens de l'entreprise à mission, par exemple, de la mission de l'entreprise. Le sens, ça peut être, par exemple, pour nos collaborateurs, de se dire qu'on contribue parce qu'on propose de la réparation, on contribue à rendre des produits plus durables, à avoir un impact de cette manière-là sur le climat, parce qu'on va avoir une mission d'entreprise, une activité qui vise à réparer plutôt qu'à pousser l'achat. Et donc, c'est par des actions du quotidien, par la manière dont on exerce nos métiers, que finalement, cette question du sens est posée. Et je dirais qu'elle arrive presque un peu dans un deuxième temps, plus sur une question sur la rétention des personnes qui sont en place, qui vont évidemment être attentives à des notions de climat, de qualité de vie, mais une fois qu'elles sont dans l'entreprise. Sophie, est-ce qu'il y a une définition proche du sens chez vous ou ça peut être... Parce que en fait, on voit que la définition n'est pas la même d'une entreprise à l'autre. Qu'est-ce qu'on entend par sens chez vous? C'est vrai qu'on parle souvent d'entreprises à mission. Malheureusement, toutes les entreprises ne peuvent pas être des entreprises à mission au sens où on l'entend communément. Nous, chez Miracle, alors on reste une petite entreprise qui est toujours dirigée par ses fondateurs. Ça, c'est quand même une spécificité. Ça fait 10 ans qu'ils sont aux manettes, ils sont toujours là et je pense que c'est pas prêt de changer. Donc pour nous, le sens, il réside beaucoup aussi dans le projet d'entreprise, qui en l'occurrence est un projet très transformatif, puisqu'on accompagne tous nos clients dans des transformations qui sont des transformations très conséquentes, qui prennent du temps d'ailleurs. Et un projet d'entreprise qui est un projet qui reste quand même très entrepreneurial, même à 600. Parce qu'incarné par 2 personnes qui ont un profil, c'est des entrepreneurs en série, c'est pas leur première entreprise. Donc incarné de cette façon-là, et ça, je pense que ça dégouline aussi, ça cascade au sein de l'organisation. Donc nous, on croit beaucoup à ça, c'est-à-dire le projet qu'on propose au niveau de l'entreprise, et après, les projets qu'on peut décliner à des niveaux plus granulaires dans l'organisation, évidemment. Donc, nous, on se positionne beaucoup là-dessus. Ce qui n'empêche pas d'avoir, bien sûr, des réflexions autour de tout un tas d'autres éléments d'impact que cette pure transformation business. Quand on parle d'environnement, de green, etc., évidemment, c'est des sujets qu'on adresse aussi parce qu'on sait qu'ils sont importants pour nos collaborateurs, ils sont importants pour nous. Chacun doit trouver
tout le monde doit trouver sa place dans un écosystème et doit contribuer, faire sa part. Mais je pense que c'est un mélange de tout ça. Et pour nous, le projet d'entreprise, il est très important. Benoît, tu parlais tout à l'heure de ton projet L'Oréal for Youth. Ils ont des attentes différentes chez toi, les jeunes ou... Bon, je ne pas plus chez L'Oréal qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit bien que la dimension environnementale, engagement de l'entreprise, respect des individus, sont autant de choses qui sont quand même assez prégnants dans les motifs qui les font rejoindre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, donc ça monte encore le niveau d'exigence, parce que maintenant, non seulement c'est un motif qui fait rejoindre, mais en plus c'est un motif d'évaluation permanente de l'entreprise sur sa cohérence entre ses discours et ses actes. Est-ce que dans leur quotidien, cette dimension-là est présente aussi? Et là, ça commence à compliquer un peu l'affaire. Donc ça, c'est un... Mais c'était pas ça la première motivation du programme L'Oréal for Youth, en fait. La première motivation du programme L'Oréal for Youth, c'était la conviction de direction générale que face au problème de l'emploi des jeunes en particulier dans le monde entier, l'entreprise faisait partie de la solution. Autrement dit, que ce n'était pas qu'une affaire d'État, de politique publique ou d'autre chose. Donc c'est plutôt ça, la raison d'engagement de L'Oréal for Youth. Mais c'est vrai que L'Oréal for Youth est à l'intérieur d'un programme plus large qui s'appelle L'Oréal for the Future. Mais il y a une logique d'ensemble là-dessus. Et puis, la seconde chose, c'est que... en fait, on est petites, grandes, moyennes entreprises sont confrontées à un truc assez nouveau, entre guillemets, mais qui n'est pas si nouveau que ça, qui y a une espèce d'auto-évaluation permanente entre l'entreprise et le salarié, tout le temps. Mais ils sont habitués, puisque quand vous prenez un Blablacar, vous évaluez personne. Quand vous faites un achat en ligne sur Fnac Darty, vous évaluez la qualité de relation que vous avez eue, etc. Donc les gens vivent dans cette espèce de système d'auto-évaluation. Donc ils le font pareil avec leur boîte. En plus, au-delà des sites qui se chargent de ça. Puis il y a un autre point qui a été évoqué largement par Stéphane, qui est celui de l'individualisation. C'est-à-dire que tout le monde vit dans un modèle d'individualisation. C'est-à-dire que vos réseaux sociaux vous poussent ce que vous avez envie de voir, etc. etc. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, ils disent, puisque je vis dans un monde où on me prend en compte comme individu, j'attends de l'entreprise qu'elle me prenne en compte comme individu, dans ma formation, dans mon parcours, dans les responsabilités qu'on me donne, dans la reconnaissance, dans tout ce que vous voulez. Et ça, c'est assez compliqué parce que beaucoup de politiques RH ont d'abord été fondées sur des approches très collectives. On est avec Harmonie Mutuelle, les politiques de protection sociale, elles sont collectives dans les entreprises. Or, avec la crise Covid, par exemple, tout d'un coup, on nous a dit trier les gens entre les gens qui sont vulnérables et ceux qui ne sont pas vulnérables. Donc vous avez une sorte d'individualisation aussi qui est en train d'apparaître là-dessus. C'est un retour à un nouveau paternalisme, hein. Alors ça, je ne sais pas. Moi, j'ai pondu une espèce d'article qui s'appelait « Le paternalisme réinventé » parce qu'effectivement, tout le monde trouvait ça formidable qu'on mette des tables de ping-pong, des écoles, des crèches, des trucs et des machins. Mais c'est la même chose au début du XXe siècle, en fait, dans les mines ou chez Krupp en Allemagne. Donc c'est pas nouveau. Je trouve ça un peu dangereux parce qu'aujourd'hui, quand vous perdez votre job dans ces boîtes-là qui offrent une espèce de service total, vous perdez non seulement votre job, mais également la crèche, l'école, la voiture, l'appartement. Donc c'est un peu dangereux quand même comme système. Puis je ne suis pas certain que ça crée plus de fidélisation que ça. Ou alors, en bon français, les golden handcuffs, vous savez, les menottes d'or. Ça, c'est possible. En revanche, il y a un dernier élément par rapport aux logiques de fidélisation, c'est que la vitesse à laquelle on se détache est à peu près inversement proportionnelle à la vitesse à laquelle on s'attache dans une entreprise. C'est-à-dire que le niveau d'engagement, pour atteindre l'engagement, c'est très difficile. Il y a tout ce vieux bouquin qui avait été, vieux 2007, je crois, qui était sorti, qui s'appelle La Société de défiance. Donc c'est vrai que pour créer l'engagement, c'est un peu long. Par contre, on se rend compte que cet engagement, il peut se retirer à une très grande vitesse. Donc la question de la vigilance, de la relation et donc du sens, elle est très particulière, puisque comme vous êtes à la fois auto-évalué et que les gens estiment ou pas que vous leur donnez du sens, c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à travailler sur la QVT, mais il faut surtout travailler sur la qualité du travail lui-même. Et que trop souvent, on a vu des entreprises qui ont mis en place des systèmes de qualité de vie au travail autour du travail qui étaient très bien, sans s'interroger sur la qualité et la reconnaissance du travail lui-même. Donc c'est peut-être ça la nouvelle frontière. Et ça, ta piste pour s'intéresser à la qualité du travail lui-même, hein. Mais la qualité du travail lui-même, c'est quoi? C'est d'abord que la personne sache pourquoi elle est là, qu'elle n'est pas interchangeable. Quand les entreprises qui ont des approches très globalisantes de leurs salariés découvrent qu'ils ont des taux d'absentéisme plus élevés. Parce que comme les gens disent, comme je suis interchangeable, je peux ne pas venir, ça ne changera rien.
Donc là, quel est leur... Deuxièmement, la reconnaissance de la valeur qu'ils apportent. Eux, vous savez que la force d'une chaîne réside dans son maillon le plus faible, et par conséquent, la dimension de chaque salarié regarde. Puis en plus, disposer des outils pour faire son travail correctement. Beaucoup de salariés considèrent, et à juste titre, que c'est la responsabilité de l'entreprise. Donc l'entreprise ne peut pas... Pour eux, c'est des preuves d'engagement de l'entreprise. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et j'ai les moyens de le faire. Tant que vous n'avez pas répondu à ces 3 questions-là, n'attendez pas de moi que je m'engage, puisque vous ne créez pas les conditions minimales du contrat qui nous lie. C'est ça la difficulté, la qualité du travail, c'est ça. Je pense. Est-ce qu'il y a une question rapide là, parce que j'ai un peu, on a peut-être 2 minutes, 1 ou 2 questions. Moi, je voulais revenir juste un point. Tout ça, ça fait quand même terriblement changer le management. Hein, et vous en avez parlé plutôt entre les lignes. Hein. Alors, une question sur le management. Est-ce que ça bouge, hein, et comment est-ce qu'il faut que ça bouge? Et concrètement, comment est-ce que vous permettez que ça bouge? Alors, c'est vrai que la question du management, de ce point de vue-là, elle n'est pas nouvelle. Je veux dire, l'aplatissement des organisations depuis une bonne vingtaine d'années a posé la question de l'autonomie, de la responsabilité. Les équipes autonomes sont des concepts très anciens. Donc on voit bien que la question de finalement quel est le niveau de responsabilité que l'on associe à un job, une question qui est assez ancienne, et donc les modalités de management qui vont avec. Ce qui est assez nouveau, c'est évidemment toute cette dimension distancielle. C'est aussi la nécessité qu'on évoquait de donner du sens, de la visibilité, de la vision à ce qu'on peut faire. Et ça, pas mal de managers n'ont pas forcément été totalement préparés à ça. Les modalités très hiérarchiques qu'on peut connaître, qui ont bien fonctionné pendant très longtemps, sont aujourd'hui très inadaptées. Et ça, là aussi, c'est une des conséquences de la digitalisation, parce que ça génère de la distanciation et clairement de l'autonomie. Si on prend dans l'industrie un exemple très concret, la continuité digitale, vous avez des usines qui peuvent fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec quasiment personne à l'intérieur, ou très peu. Donc vous avez une vraie distanciation qui se fait par rapport au travail. Vous avez évidemment dans l'animation managériale, pour arriver à piloter ce genre d'usine, quelque chose de tout à fait différent. Et jouer au petit chef dans cette logique-là n'a strictement aucun sens. Donc, tout d'un coup, ce qui est nécessaire de faire, c'est d'accompagner l'ensemble du management dans des démarches participatives où on va décider ensemble, arriver à poser les principes de gouvernance finalement qui vont faire que cette usine va plus ou moins bien fonctionner dans tel ou tel... Enfin, on va s'adapter à tel ou tel type de circonstances. Donc le rôle managérial est véritablement différent. Ça, on va le retrouver dans tous les domaines. Le domaine de service, quand vous devez travailler sur, encore une fois, la façon dont vous allez rendre un service au client en faisant de l'analyse de données, il est évident que ce n'est plus quelque chose, un diktat, que vous allez poser en tant que manager en disant on fait comme ça ou comme ça, mais qu'il va falloir savoir analyser la donnée, en tirer un certain nombre de décisions en collectif. Et ça s'apprend. Donc la distance, la donnée sont des éléments majeurs, l'autonomie, la responsabilisation aussi. Et ça passe encore par la formation. Ça passe beaucoup par la formation, ça passe par des modèles de leadership, ça passe par une compréhension collective de ce qu'on veut être en tant qu'entreprise, vraiment de modèles de management que l'on veut développer. Et ça pose aussi la question du leadership, c'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment que le leadership, c'est le top management, que l'impulsion vient du haut, etc. Dans l'exemple que je vous donnais, sur une usine qui va fonctionner en continuité numérique, l'exemple qui vient du haut, il n'est pas évident du tout. Parce qu'il y a un écart, parce qu'il y a une non-connaissance véritablement des sujets de quotidien sur le terrain. Et donc, à un moment donné, il faut bien que le vrai leadership s'exerce dans cette usine, dans la définition de la gouvernance, de comment on va travailler en 2-8, en 3-8, est-ce qu'on abandonne le travail du dimanche, etc., etc. Et ça ne peut pas être une décision de management, de top management. Donc, cette prise de leadership-là, elle s'encadre. Effectivement, il faut de la formation.
Mais de façon plus importante, il faut oser donner cette responsabilité. Alors, on arrive au terme de nos échanges. Peut-être très rapidement, s'il fallait retenir qu'une seule chose. Benoît, rapidement, ça va être dur. Une seule chose de quoi? Retenir de quoi? De ce qu'on a dit? De nos échanges, ouais. Si tu as un message sur lequel tu veux insister. Non, mais je pense que cette crise, plus l'environnement qui va avec, au niveau mondial, elle réinterroge un modèle d'organisation du travail qui était à peu près une relative stabilité depuis un siècle. Donc ça va être long, ça va être lent, mais ça va être profond. Voilà. Je pense que... Et là, les DRH ont encore du boulot pour quelques années pour adapter à cette espèce de nouveau monde du travail. Je ne sais pas si on peut l'appeler le monde d'après, mais en tout cas, il est nouveau, ça c'est sûr. Sophie, votre message fort? Oui, on a parlé beaucoup d'individualisation. C'est vrai que ça, c'est une réalité qui est assez nouvelle. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la clé, elle réside dans l'articulation entre l'individualisation, enfin l'individuel, et le collectif. Une entreprise, ça reste quand même un sport d'équipe. Il ne faut jamais l'oublier. Donc ça, trouver la bonne articulation, le bon équilibre, on le retrouve, je pense, dans toutes les initiatives qu'on peut être amené à lancer. On parle de la formation des managers, voilà, donc, comment ils incarnent quelque chose de plus grand qu'eux, mais comment aussi à la maille individuelle, ils se connaissent et puis ils aident individuellement. Enfin, on pourrait l'illustrer dans tous les aspects de notre métier. Et ça, c'est la clé. Tiffany? Je reviendrai sur le manager. Je crois que l'enjeu pour les DRH, c'est vraiment d'être en mesure d'accompagner les managers pour que le manager devienne une ressource pour le collaborateur, plus qu'un manager contrôlant, et soit vraiment en capacité d'accompagner son collaborateur sur son propre développement, sur la manière dont il doit fonctionner plus tard. Et je pense que ça invite aussi la DRH à accepter de se challenger en demandant à ses collaborateurs, en demandant à ses managers comment elle est perçue, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je rejoins ce que disait Benoît précédemment, d'être dans une permanente évaluation de ce qui va bien, de ce qui ne va pas, et de s'améliorer en fonction de ces retours-là en permanence. Stéphane? Moi, je pense que c'est l'urgence sociétale. Je pense que les entreprises qui feront la différence demain sont celles qui auront le mieux compris et qui seront le mieux adaptées aux exigences sociétales. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces exemples très concrets. Enfin, je pense qu'on a des pistes, les DRH qui nous écoutent ont des pistes à mettre en application. Je vais vous proposer de rejoindre le premier rang et puis je me tourne vers Caroline Lebrun pour un mot de conclusion. Caroline, est-ce que vous pouvez me rejoindre? Donc, Caroline Lebrun, vous êtes directrice engagement et coopération d'Harmonie Mutuelle. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette matinée, Caroline? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, si vous me le permettez, Cécile, je veux absolument prendre le temps de remercier vos invités, nos invités, pour la qualité de leur témoignage et puis cette overview extrêmement profonde sur les défis qui nous attendent. Alors, je ne vais pas pouvoir tout résumer. Je vais essayer de poser, je vous ai écouté attentivement, et je vais essayer de poser le panorama de ce que j'ai retenu en tant que synthèse, et je vais essayer de ne pas être trop longue. Ce qui est sûr, c'est que, alors, on dit l'humain au cœur, en tout cas, la question de l'engagement, hein, c'est clairement posé comme un défi clé, comme un défi stratégique. Ce que je comprends, c'est que ça ne se décrète pas, c'est plutôt assez versatile, hein, cette histoire-là. Je vais essayer de poser ma synthèse autour de quatre mots-clés ou 4 sujets clés qui ont été plus ou moins effleurés, mais qui font en tout cas, pour moi, à l'issue de ces quelques heures d'écoute, totalement sens. Il y a quelque chose autour de la confiance qu'on n'a pas cité, mais qui est très perceptible dans l'ensemble de vos témoignages. Alors cette question de la confiance, on l'a beaucoup abordée ces dernières années parce que, je ne sais plus, il y a eu toute cette vague où on a essayé de transposer au corps social le principe marketing de la symétrie des attentions. Alors, dans ce que j'ai entendu, c'est que la confiance, elle exige quand même un discours de sincérité et de cohérence, l'un d'entre vous l'a dit, et donc un peu de travail, un peu de réflexion. Ce qui veut dire que la place des salariés, elle doit être
pensée, positionnée, construite dès l'élaboration du plan stratégique avec les COMEX, avec les conseils d'administration. Il me semble que c'est quand même un défi assez, peut-être pas dans toutes les entreprises, peut-être pas, mais quand même assez nouveau pour une grande partie des DRH, en tout cas de France, et qu'ils ont vraiment un rôle à jouer sur cette question du positionnement des salariés en tant que partie prenante, voire partie constituante, voilà, pour prendre un vocabulaire très émergent. Et puis, et donc penser cette place des salariés au premier chef dans les plans stratégiques, et puis réfléchir au modèle managérial, au style managérial, au modèle de leadership que l'on veut. Moi, j'ai la conviction qu'avec la vision, on doit quand même venir un tout petit peu l'engagement de l'entreprise et de son conseil d'administration de créer les conditions du management exploratoire, de l'innovation, de la créativité et de l'agilité à laquelle on aspire. Donc, cette question de la confiance qui est au cœur, comment on crée les conditions de la confiance dans l'entreprise, et pour le coup, moi, je pense que ça part un tout petit peu plus haut et que là, les DRH ont un rôle vraiment nouveau à jouer en tant qu'acteurs de la stratégie même et des grandes orientations stratégiques de l'entreprise. Le deuxième point que j'avais envie de relever, c'est la question, c'était marqué dans les petits mots-clés, la question de la diversité des profils et des points de vue. Il me semble qu'on n'a jamais eu autant besoin de diversité de profils, de diversité de talents. Je ne parle pas seulement de genre, de culture, d'origine, je parle vraiment de créer des collectifs de décision et des collectifs managériaux qui autorisent la diversité des points de vue. Et ça, c'est là aussi, les DRH ont un rôle absolument clé à jouer. Ils ont un rôle de ce que j'appelle le Gemini Cricket du président et du directeur général ou de la directrice générale et de la présidente dans leurs espaces. Et une fois qu'on a créé cette culture de la diversité du point de vue, cette culture de l'autorisation, effectivement, il faut créer des organisations qui ont des espaces d'autonomie, d'action au plus proche du terrain. Vous l'avez largement exemplarisé avec ces exemples d'usines où c'est de là dont doit partir cette question de l'autonomie d'action. Et puis, ça nécessite certainement d'encourager... Je pense qu'il y a une grande appétence de nos salariés à des modèles d'expression, à ce qu'on valorise et on encourage l'expression collective, l'expression participative, la capacité d'écoute active. Alors, je ne parle pas de cogestion, je parle de méthodes largement éprouvées. On a des méthodes d'intelligence collective, on a des méthodes de co-développement, peu importe les outils. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de cette question de comment on crée l'émergence de diversité de points de vue, comment on crée des collectifs décisionnaires qui sont en capacité d'écouter et puis d'adresser un peu différemment la complexité des sujets. Le troisième point que j'ai largement retenu, c'est celui de l'attention et du soin. Le soin vu comme vraiment la capacité, au sens de l'état capacitaire, ou les ressources physiologiques, physiques, compétentielles dont on dote, ou chaque individu dans son quotidien pour faire face aux transformations permanentes. C'est sans doute là, vous l'avez très largement exemplarisé, que se caractérise la singularité du métier et de la fonction de dirigeant des ressources humaines, qui est finalement à la croisée entre le sens collectif, voilà, le chemin collectif et l'individu. Alors, ça adresse des sujets que vous avez posés, c'est la question du travail sur les talents, l'obsolescence des compétences, c'est la question des politiques de santé, de qualité de vie au travail, comment les espaces de travail deviennent des lieux finalement de lien social, de ressourcement, de soins. Et ce sont des sujets qu'on ne peut pas totalement ni abandonner au management, ni abandonner au digital. Et puis le dernier point que je retiens pour engager nos salariés, c'est cette question de l'ouverture et puis de savoir adresser les défis de la société. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que pour engager, il faut aussi être une entreprise, il faut être engagé soi-même, il faut être une entreprise engageante, donc ouverte sur l'extérieur.
Et je pense que c'est vous, Tiffany, qui l'avez dit, peu importe le véhicule, finalement, c'est pas la question d'avoir une politique RSE ambitieuse, ça peut être une raison d'être, ça peut être une mission, c'est pas ça le sujet. Je crois que le vrai défi, c'est la façon dont les entreprises vont réfléchir à leur mode d'entreprendre, à leur mode opératoire, la façon dont elles vont se saisir de l'impact de leurs opérations, de la façon dont elles pilotent leurs opérations sur les sujets de fracture, les sujets de santé, les sujets d'environnement, et on ne manque pas de défis dans ces périodes de transition. Voilà pour ce que j'ai essayé rapidement de dire. Merci beaucoup, Caroline. Nous sommes juste à l'heure. Est-ce que je peux vous demander le mot de la fin ? Oui, en tant que directrice d'Harmonie Mutuelle, bon, je pense qu'on a vu que nos entreprises sont des organismes vivants, qu'on a la chance d'exercer des responsabilités qui nous permettent d'être au cœur de l'action des collectifs, de créer des conditions pour l'agilité, l'innovation, la créativité, et puis si on est un peu optimiste quand même, du bien-être, de l'épanouissement professionnel. Il n'y a pas que des problèmes à résoudre, donc j'ai envie de répondre, avançons collectif, c'est notre baseline. Merci beaucoup Caroline Lebrun, merci à tous nos intervenants, merci à vous tous qui nous avez suivis à distance ou dans cet amphithéâtre, et très bonne avancée collective.